Jules Laforgue, qui est né en 1860 et qui appartient donc à une génération postérieure de 20 ans à celle de Mallarmé, est un jeune poète qui fait ses débuts au tout début des années 80, à 20 ans, avec un grand projet qui s'intitulerait « Le sanglot de la terre ». Ce projet poétique est porté par une certaine pensée de la poésie, et cette pensée de la poésie est une pensée qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, c'est la poésie philosophique. Poésie philosophique telle qu'elle a été incarnée principalement au XIXe siècle par Vigny, par exemple, mais aussi par un certain nombre de poètes plus proches de Laforgue, qui aujourd'hui sont bien oubliés, des poètes qu'on considère plutôt comme des poètes parnassiens, comme Henri Casalis, l'ami de Mallarmé, qui est devenu un poète parnassien, comme Louise Ackermann, qui est une poétesse, et quelques autres. Sully Prudhomme, par exemple, qui, nous l'oublions pas, sera le premier prix Nobel de littérature, le premier poète consacré mondialement, et qui est aujourd'hui bien oublié. Donc il y a une tradition au XIXe siècle de poésie philosophique, c'est-à-dire d'une poésie qui développe un discours philosophique, sauf que ce discours philosophique est en vers. Et la philosophie en question, c'est une philosophie pessimiste, c'est une philosophie inspirée du pessimisme schopenhauerien, à une époque où le monde comme volonté et comme représentation n'a pas encore été traduit en français. Mais sa philosophie, ou du moins ce qu'on en connaît, a été vulgarisé par un certain nombre d'ouvrages, Helme Caro par exemple, ou bien surtout Théodule Ribot qui développe cette pensée de Schopenhauer. Et puis, outre Schopenhauer, une autre référence, peut-être plus importante encore, c'est Eduard von Hartmann, qui est aussi un philosophe allemand, qui est considéré comme un disciple de Schopenhauer, mais à la différence de Schopenhauer qui a été traduit tardivement en français, puisque sa première traduction française date de 1986, Hartmann, lui, a publié en 1869 en allemand une philosophie de l'inconscient, qui va avoir un succès considérable et qui sera traduite en français en 1877. Cette philosophie de l'inconscient, c'est en quelque sorte une encyclopédie de tous les savoirs, qui se veut la synthèse de tous les savoirs, simplement sous l'angle de l'inconscient. Et c'est Hartmann qui invente donc la notion d'inconscient comme substantif, alors que le mot n'existait jusque-là que comme adjectif. Et il précède donc de très loin Freud, sauf que l'inconscient hartmannien n'est pas l'inconscient freudien. Comme la volonté schopenhauerienne, elle est très inspirée de la philosophie extrême-orientale, du bouddhisme, de l'hindouisme, etc. Et d'une certaine façon, Hartmann prétend faire la synthèse de toutes les philosophies, c'est-à-dire de la philosophie occidentale et de la philosophie orientale, mais aussi à l'intérieur de la philosophie occidentale, de la philosophie de Hegel et de la philosophie de Schopenhauer. C'est dire le projet. Et ce projet synthétique concerne tous les savoirs. Donc tous les savoirs y passent, et par conséquent, Laforgue peut dire dans une lettre que sa philosophie de l'inconscient a réponse à tout. Vous avez un problème, regardez dans la philosophie de l'inconscient, vous trouvez la réponse. Bref, c'est l'inspirateur du sanglot de la Terre. Qu'est-ce que c'est que le sanglot de la Terre? C'est la représentation du sujet seul dans l'univers et qui lance un appel désespéré à un Dieu qui ne répond pas. C'est déjà la thématique de Vigny, par exemple. Et c'est ce qui fait le fond de cette philosophie d'un désespéré. Sauf que ce recueil du sanglot de la Terre restera dans les tiroirs. 2 ans plus tard, en 1882, il passe à un autre projet. Et ce projet, ce sera précisément le projet des complaintes, d'un recueil à l'autre, du recueil abandonné aux complaintes dont on va parler,
Il y a donc une mutation de la forgue. Mais cette mutation de la forgue n'est pas une mutation philosophique. Il n'a pas changé de philosophie. Tout au plus reconnaît-il une petite transformation, c'est que celui qui se reconnaissait comme une espèce de bouddhiste militant adopte une autre posture, toujours bouddhiste, mais bouddhiste dilettante. C'est-à-dire, il affecte le détachement désormais au lieu d'être fortement impliqué dans cette pensée du bouddhisme. Il y a donc ce léger déplacement que Laforgue résume dans plusieurs lettres par la formule de bouddhiste tragique, je suis devenu bouddhiste dilettante. Il y a cette mutation, ce léger déplacement philosophique, mais il y a surtout, d'un recueil à l'autre, une mutation poétique. C'est-à-dire que le premier projet était tributaire d'une tradition bien ancrée au XIXe siècle de poésie philosophique, mais ce qui advient dans ces années 80, c'est une autre poésie. Et Mallarmé n'y est pas pour rien, mais il n'est pas le seul. Il est précédé par Verlaine. Et d'une certaine façon, Laforgue se met au goût du jour d'un point de vue poétique. Et qu'est-ce que le goût du jour en ce début des années 80 ? Eh bien, c'est d'une part la décadence, l'esprit de décadence, qui est théorisé par Paul Bourget dans ses essais de psychologie contemporaine, en 1880, le fameux article sur Baudelaire, qui fait de Baudelaire le parangon de la poésie de décadence. Bon. Donc il y a la décadence, mais il y a aussi cet esprit fumiste qui se manifeste dans les cabarets montmartrois, avec les utistes, les je m'en foutistes, les fumistes, etc. Et puis il y a encore une autre découverte, c'est l'argot. Pas l'argot des voyous nécessairement, mais une poésie de l'argot. Et le poète qui représente cette poésie de l'argot, c'est Jean Richepin, qui n'est pas un voyou de banlieue, comme on dirait, mais qui est un normalien qui a fait ses classes, et qui n'en a pas moins, par esprit de révolte, imaginé une poésie de l'argot. C'est le poète des gueux, qui va beaucoup frapper Laforgue par son invention verbale. Et puis, outre la décadence, outre l'esprit fumiste, outre l'argot, il y a deux découvertes fondamentales. C'est la découverte de Verlaine, notamment du Verlaine de sagesse, pas pour l'esprit religieux, mais pour la logique d'écriture de Verlaine, où Laforgue reconnaît quelque chose qui est de l'ordre du bégaiement. Autrement dit, une langue qui est en quelque sorte infrasyntaxique. Et puis ce qu'il découvre aussi, un peu plus tard, bien qu'il ne soit pas encore consacré à cette époque-là, c'est Mallarmé. Et Mallarmé va lui donner aussi une autre idée de la poésie, et en particulier, une des valeurs qu'il va trouver chez Mallarmé, c'est l'idée que, avec lui, l'obscurité de la poésie peut devenir une valeur poétique. Ce qui est nouveau, alors que jusque-là, la poésie faisait fond sur la clarté. Elle était un discours traditionnellement. Et d'une certaine façon, ce qui change fondamentalement chez Laforgue, c'est que la poésie cesse d'être un discours. Elle aspire à autre chose. Elle aspire, en quelque sorte, à ne plus dire. Et Laforgue a cette formule révélatrice, même si c'est un idéal qu'on ne peut pas atteindre, bien entendu. Il dit « Je rêve de la poésie qui ne dise rien ». Quand on veut dire, exposer, démontrer, il y a la prose. Le partage est donc net, et c'est un partage moderne, entre la prose qui est là pour tenir des discours et la poésie qui est là pour faire autre chose. Pour faire autre chose que dire, c'est-à-dire être simplement dans la transitivité du discours. Et c'est cette mutation fondamentale qui va entraîner la logique des complaintes.
À cela s'ajoute aussi une influence qui procède de la philosophie de Hartmann. Cette philosophie de Hartmann est donc une philosophie de l'inconscient. Or, que fait Laforgue jusque-là avec le sanglot de la terre? Eh bien, comme tous les poètes philosophes, il tient un discours philosophique en vers. C'est-à-dire que la philosophie de Hartmann est simplement utilisée dans la poésie de Laforgue pour le sanglot de la terre. Ce qui est nouveau, c'est qu'à partir du moment où cette philosophie est une philosophie de l'inconscient, cela va déterminer chez Laforgue une autre conception de sa poésie, c'est-à-dire que cette poésie ne va pas simplement thématiser l'inconscient, elle va produire quelque chose qui serait une esthétique de l'inconscient. Et qu'est-ce que peut être une esthétique de l'inconscient? Ce n'est pas encore, bien entendu, la formule surréaliste qui repose sur une autre logique de l'inconscient, mais il y a quand même une proximité, c'est-à-dire il s'agit de produire par la poésie un effet de parole inconsciente, c'est-à-dire une parole qui n'est pas organisée, qui n'est pas structurée comme un discours et qui semble passer, si l'on peut dire, du coq à l'âne. Eh bien, cette esthétique du coq à l'âne, si je puis dire, elle est au cœur de la logique des complaintes. Et de ce point de vue, Laforgue va évidemment développer cela dans l'ensemble des complaintes, mais il y a, avant les complaintes, ce texte qui va être lu, des préludes autobiographiques. Et ce texte des préludes autobiographiques est un texte en quelque sorte intermédiaire. Il est intermédiaire pourquoi? Parce que ce n'est pas une complainte. Comme son titre l'indique, prélude autobiographique, ce n'est pas une complainte, alors que tous les autres poèmes portent dans leur titre le mot complainte. C'est une préface, sauf que c'est une préface en vers, et qui se donne comme un prélude, évidemment, dans un vocabulaire musical. Et tous les amis de Laforgue ont essayé de dissuader Laforgue de mettre cette préface à son recueil, parce qu'il trouvait cela indigeste. Mais Laforgue y a tenu jusqu'au bout, y a tenu absolument, parce que d'une certaine façon, c'est une façon de faire mémoire de son inspiration antérieure et de manifester en même temps ce qu'il est devenu. Ce qui fait que ce texte des préludes autobiographiques est à la fois une préface au plein sens du terme, ce qui précède le recueil, ce qu'il annonce, donc c'est une préface, mais c'est aussi, comme l'indique l'adjectif, une autobiographie, une espèce d'autobiographie pas seulement poétique. On aura des autobiographèmes dans ces préludes autobiographiques où l'on rencontre un jeune homme de 20 ans qui perd la foi un soir de Noël, qui va se convertir dans un premier temps au bouddhisme militant et dans un deuxième temps au bouddhisme dilettante. Et au-delà de cette dimension préfacielle, de cette dimension autobiographique, il y a une troisième dimension, c'est aussi un manifeste poétique de ce qu'on pourrait appeler une poésie de l'inconscient. Parce que non seulement Laforgue évoque cette dimension personnelle et autobiographique, mais il va citer dans 23 vers un quart. Il va mettre des guillemets. Il fait une longue citation. Et cette citation est censée renvoyer au sanglot de la terre. Sauf que, si vous vous reportez au sanglot de la terre, puisqu'évidemment nous connaissons le texte du sanglot de la terre, ce qui est donné comme citation est une fausse citation, c'est-à-dire que ce passage du sanglot de la terre a été entièrement réécrit dans le style des complaintes. C'est-à-dire que ce qui était parfaitement lisible dans le sanglot de la terre devient, pour le dire d'un mot, illisible dans la réécriture qu'en produit Laforgue. Et ce faisant, il tient son pari qui a motivé en quelque sorte son aventure poétique,
ce pari, ce motif de l'aventure poétique, il l'a défini ainsi, faire de l'original à tout prix. Préludes autobiographiques, Jules Laforgue. Soif d'infini martyr, extase en théorème que la création est belle tout de même. En voulant mettre un peu d'ordre dans ce tiroir, je me suis perdue par mes grands 20 ans, ce soir de Noël gras. Ah, dérisoire créature, fleuve à reflets où les deuils d'unique ne durent pas plus que d'autres. L'ai-je rêvé, ce Noël où je brûlais de pleurs noirs un mouchoir réel, parce que, débordant des chagrins de la terre et des frères soleil, et ne pouvant me faire aux monstruosités sans but et sans témoin du cher tout, et bien là de me meurtrir les poings aux steppes du cobalt sourd, ivre mort de doute, je vivotais, altéré de nihil de toutes les citernes de mon amour. Seul, pur, songeur, me croyant hypertrophique, comme un plongeur au mouvant bosquet des savanes sous-marines, j'avais roulé par les livres, bon misogyne. Cathédrale anonyme, en ce Paris, jardin obtus et chic, avec son bourgeois de Jourdain à rêveur, ses vitraux fardés, ses vieux dimanches dans les quartiers tannés, où regardent des branches par-dessus les murs des pensionnats, et ces ciels trop poignants à qui l'Angélus fait assez. Paris qui, du plus bon bébé de la nature, instaure un lexicon mal cousu de ratures. Bon breton, né sous les tropiques, chaque soir j'allais le long d'un quai bien nommé mon rêvoir, et buvant les étoiles à même. Oh mystère, quel calme chez les astres, ce train-train sur terre. Est-il quelqu'un, vers quand, à travers l'infini, clamé l'universel, l'amassa Bactani? Voyons. Les cercles du cercle, en effet échosent dans leurs incessants vortex de métamorphose, sentent pourtant abstraits ou, ma foi, quelque part battre un cœur simple ou veiller un regard. Oh, qu'il n'y ait personne et que tout continue. Alors, j'ai haine à fou, sans raison, sans issue, et depuis les toujours et vers l'éternité. Comment donc quelque chose a-t-il jamais été? Que tout se sache seul, au moins, pour qu'il se tue. Draguant les chantiers d'étoiles, qu'un cri se rue, mort. Emballant en ses linceuls aux clapotis, irrévocables ses sols d'impôts abrutis. Que l'espace ait un bon haut le cœur et vomisse le temps nul et se vint au geyser de justice. Lyre des nerfs, fille des harpes d'idéal qui vit briller au soir d'exil sans songer à mal, redevenez plasma, ni témoin, ni spectacle. Chut, ultime vibration de la débâcle, et que jamais soit tout, bien intrinsèquement, très hermétiquement, primordialement. Ah, le long des calvaires de la conscience, la passion des mondes studieux en sens, aux orgues des résignations idéales, aux Galatées, aux pommiers de l'Éden natal. Martyr, croix de l'art, formule, fugue douce, babel d'or où le vent soigne de bonnes mousses, monde vivotant, vaguement étiqueté de livres sous la céleste éternité. Vanité, vanité, vous dis-je. Oh, moi j'existe, mais où sont maintenant les nerfs de ce psalmiste? Minuit un quart, quel bord te voit passer, aux nuits anonymes, aux nébuleuses mers,
Et puis qu'il doit agoniser des toiles éprouvées à cette heure où Christ naît, sans feu pour leur couver, mais clamant « Ô mon Dieu !» tant que, vers le ciel mort, une flèche de cathédrale pointe encore des polaires surpris. Ces terres se sont tues et la création fonctionne têtue. Sans issue, elle est tout, et nulle autre, elle est tout. X en soi, soif à truc, songe d'une nuit d'août, sans le mot nous serons revanés, ô mater. Puis tes sœurs, et nunc et semper, amen. Se taire. Je veux parler au temps, criai-je. Oh, quel cangret anonyme, moi, mon sacré cœur. J'espérais qu'à ma mort, tout frémirait du cèdre à l'hysope, que ce temps déraillant tomberait en syncope, que, pour venir jeter sur mes lèvres des fleurs, les soleils très navrés détraqueraient leur cœur. Qu'un soir, du moins, mon cri, me jaillissant des moelles, on verrait, mon Dieu, des signaux dans les étoiles. Puis, fou devant ce ciel, qui toujours nous bouda, je rêvais de prêcher la fin, non d'un Bouddha. Oh, pâle mutilé d'un qui même me suivent, faisant de leurs cités une unique Ninive, mener ces chers bourgeois fouettés d'Alléluia au Saint-Sépulcre maternel du Nirvana. Maintenant, je m'en lave les mains. Concurrence vitale, l'argent, l'art, puis les lois de la France. Vermis sum pulvis es. Où sont mes nerfs d'hier, mes muscles de demain, et le terreau si fier de mon âme, où donc était-il il y a 1000 siècles? Et comme incessamment il file, anonyme. Et pourquoi? Pardon, quelconque loi. L'être est forme, Brahma seul est tout un en soi. Aux robes aux cannelures à jamais doriques, où grimpent les passillons des grappes cosmiques, aux robes de Maya, aux jupes de maman, je baise vos ourlets tombales éperdument. Je sais, la vie outrecuidante est une trêve d'un jour au bon repos qui pas plus ne s'achève qu'il n'a commencé. Moi, ma trêve, confiant, je la veux cuver au sein de l'inconscient. Dernière crise. 2 semaines errabondent en tout sans que mon ange gardien me réponde. Dilemme à 2 sentiers vers l'Éden des élus. Me laisser éponger mon moi par l'absolu ou bien élixirer l'absolu en moi-même? C'est passé. J'aime tout, aimant mieux qu'un tout même. Donc, je m'en vais, flottant aux orgues sous-marins, par les coraux, les œufs, les bras verts, les écrins, dans la tourbillonnante éternelle agonie d'un nirvana des Danaïdes du génie. Lac de syncopes esthétiques, tunnel d'or, pastel défunt, fondant sur une langue, mort mourante, ivre morte. Et la conscience unique que c'est dans la sainte piscine ésotérique d'un lucus à huis clos, sans pape et sans laquais, que j'ouvre ainsi mes riches veines à jamais. En attendant la mort mortelle, sans mystère, lors quoi l'usage veut qu'on nous cache sous terre. Maintenant, tu n'as pas cru devoir rester quoi? Eh bien, un cri humain, s'il en reste un pour toi.
La complainte propitiatoire à l'inconscient est la toute première complainte du recueil. Elle donne donc le ton, puisqu'elle place ses complaintes sous le signe propitiatoire de celui qui prend la place du Dieu chrétien, à savoir l'inconscient. C'est donc le Notre Père de l'inconscient. Avec la reprise des principales formules du Notre Père, évidemment transposées en registre de la philosophie de l'inconscient. Mais il y a aussi autre chose dans ce Notre Père. Il n'y a pas que les formules renouvelées, il y a aussi ce qu'on peut appeler un dialogue interne, un dialogue intérieur à la forgue, avec une alternance entre les distiques qui sont les formules du Notre Père renouvelées et les quatrains qui manifestent en quelque sorte les tentations de celui qu'a été la forgue et qu'il est encore, toujours. Les tentations, ce sont les tentations qui reviennent constamment dans toute l'œuvre de la forgue, c'est-à-dire la tentation de l'amour, la première, la tentation de la religion chrétienne initiale, et la tentation de l'art. Et ces quatrains qui évoquent les tentations sont majoritairement à la forme interrogative, c'est-à-dire cela reste des questions pour la forgue, questions auxquelles a réponse la philosophie de l'inconscient à travers les formules renouvelées du Pater. Et à la fin, bien entendu, la seule formule du Pater qui ne soit pas renouvelée, c'est la formule dernière, « ainsi soit-il », parce qu'elle est évidemment la formule par excellence du détachement bouddhiste ou du détachement de celui qui est disciple de la philosophie de l'inconscient. Jules Laforgue. Complainte propitiatoire à l'inconscient. Ô loi, qui êtes parce que vous êtes, que votre nom soit la retraite. Elles, rampées vers elles d'adoration, ou que sur leur misère humaine je me vautre. Elles-mêmes, infiniment, non d'occasion, sinon moi, ce serait infiniment un autre. Que votre inconsciente volonté soit faite dans l'éternité, dans l'orgue qui par déchirement se châtie, croupir des étés sous les vitraux en longueur, mourir d'un attouchement de l'Eucharistie, centrer un crucifix maigre et nu dans le cœur. Que de votre communion nous vienne notre sagesse quotidienne. Ô croisée de mon sang, transporter les cités, bénir la Pâque universelle sans salaire, mourir sur la montagne et que l'humanité aux âges d'or sans fin me porte en scapulaire. Pardonnez-nous nos offenses, nos cris, comme étant d'à jamais écrits. Crucifier l'infini dans des toiles comme un mouchoir et qu'on dise « Ah, l'idéal s'est tu ». Formuler tout en fugue sans fin, dire l'homme. Être l'âme des arts à zone, que veux-tu? Non, rien. Délivrez-nous de la pensée, lèpre originelle, ivresse insensée. Radeau du mal et de l'exil, ainsi soit-il.